Doppel? Faut vraiment qu'on fasse un épisode, ça a commencé à se voir. Pourquoi tu me dis ça à moi? Je suis que le fruit de ton imagination. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas, t'as qu'à faire un épisode sur l'équilibre acido-basique. Pas con. Mais attends, qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? Tu te rends compte que ça va être hyper chiant au montage. J'ai dû choper une angine ou un truc comme ça, j'ai super mal à la gorge. T'as pris quelque chose pour te soulager? Ouais. Un grog. Non mais d'accord, mais je voulais dire un antalgique. Ah, ouais, un paracétamol. Et un ibuprofène. Oh putain. Salut les primonautes, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier puisque c'est un sujet qui nous concerne tous un petit peu. On va parler d'automédication. Et quoi de mieux pour parler d'automédication que de parler de la classe de médicaments qui est probablement la plus utilisée en automédication, j'ai nommé les antalgiques. Il y a probablement aussi les antibiotiques, mais le message est beaucoup mieux passé, les antibiotiques c'est pas automatique. L'automédication, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle, c'est le fait de prendre des médicaments par soi-même alors qu'ils n'ont pas été prescrits par un médecin. En gros, c'est faire le fond de la boîte à pharmacie quand on a un problème. Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas du tout là pour juger, on n'est pas du tout là pour ériger le personnel médical comme seul dépositaire unique et absolu de l'hostie médicale. Non, cet épisode a deux buts principaux. Vous montrer pourquoi il faut éviter l'automédication et vous donner quelques bonnes règles d'utilisation de l'automédication parce qu'on va pas se mentir, de toute manière, vous le ferez. Faut pas nous prendre pour des jambons. Et donc pour ça, on va parler des antalgiques, parce que comme je disais tout à l'heure, la classe de médicaments qui est probablement la plus utilisée en automédication, que certains de ces médicaments sont très facilement accessibles sans ordonnance en pharmacie, et que en cas de mauvaise utilisation, les complications peuvent aller de simple à mortel en passant par grave. Excellent. Les antalgiques sont littéralement les antidouleurs. Ant pour anti et algique pour douleur. L'OMS les a classés en 3 catégories, enfin en 3 paliers, avec des règles de prescription et d'utilisation bien précises. On va pas tout détailler ici, on y reviendra plus tard dans un pour aller plus loin dédié. On va forcément faire certains raccourcis et certaines omissions pour que ce soit compréhensible et surtout pas trop chiant. Donc si toi, primonaute assidu ou seulement de passage, tu vois un élément qui te chiffonne, quelque chose que tu voudrais faire remarquer, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Mais ouais, on sait, il va manquer des précisions et il va manquer des éléments. Donc à bon entendeur, commençons. Donc on disait 3 paliers. Le palier 1, ce sont les antalgiques périphériques. Ils jouent un rôle localement sur le mécanisme de la douleur. On y trouve le paracétamol, l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on va simplifier en INS. Les paliers 2, ce sont les opioïdes faibles, et on y trouve principalement le tramadol et la codéine. Et le palier 3, ce sont les opioïdes dits forts, c'est-à-dire la morphine et tous ses dérivés. Nous, on va s'intéresser principalement au palier 1, parce que ce sont ceux-là que vous pouvez acheter sans ordonnance, et ceux-là que vous avez généralement au fond de votre boîte à pharmacie. Le palier 1 est dominé par le paracétamol qui a 2 actions principales. La première, c'est qu'il est antalgique, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle, et il est aussi antipyrétique, c'est-à-dire qu'il fait baisser la fièvre. C'est vraiment le traitement de base, c'est par lui que tout commence, et c'est sur lui qu'on va rajouter les autres molécules pour moduler le traitement antidouleur. C'est la base. Si vous ne devez retenir qu'une seule molécule à utiliser en cas de douleur, c'est le paracétamol. Il n'y a quasiment aucune contre-indication, à part les allergies qui sont rarissimes et les problèmes de foie. Il est très bien toléré, même chez les enfants et les personnes âgées, et il a quasiment aucune complication. En gros, il fait le café. Pour les doses, c'est relativement simple. Pour un individu de plus de 16 ans ou de plus de 50 kg, c'est 1 gramme 4 fois par jour. Et pour les enfants, généralement les formes à votre disposition sont graduées en fonction du poids, mais ça donne 15 mg kg 4 fois par jour ou une dose poids 4 fois par jour. C'est le traitement à retenir. Douleur égale paracétamol, fièvre égale paracétamol. Alors il fait le café, oui. Il a peu de complications, oui. Mais il en a quand même. Et la complication majeure du paracétamol, c'est le surdosage. Il expose au risque de ce qu'on appelle l'hépatite fulminante, c'est-à-dire une défaillance généralisée du foie qui ne peut pas guérir et qui n'a que 2 options possibles. La mort en espagnol, ou la greffe hépatique. Donc paracétamol, on ne dépasse pas 1 gramme 4 fois par jour chez l'adulte et 15 mg kg 4 fois par jour chez l'enfant. Et c'est marin. Maintenant, on va s'intéresser aux autres membres des paliers 1, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine. Et ça, c'est un cas un petit peu compliqué. Savez-vous quel lien il peut y avoir entre, d'un côté, une infection urinaire, une douleur dentaire, une angine ou une varicelle, et de l'autre, un séjour en réanimation, voire un décès? Ah bah je me demande bien. Les INS et l'aspirine.
Les AINS et l'aspirine font partie de la même classe de médicaments, les anti-inflammatoires. Et ces anti-inflammatoires sont des médicaments qui marchent très bien qu'ils aient plus d'effets secondaires que le simple paracétamol. Troubles de la coagulation, ulcère de l'estomac, insuffisance rénale, etc., etc. Ils fonctionnent très bien sur l'inflammation. Et c'est d'ailleurs le problème. L'inflammation, c'est pas forcément quelque chose de mauvais pour l'organisme. C'est d'ailleurs en général plutôt utile à l'organisme. Ça lui permet de se mettre en condition pour gérer un problème comme lutter contre une infection ou réparer une plaie. Dès qu'il y a une lésion tissulaire, que ce soit une coupure, une infection, un choc, enfin quelque chose, il va y avoir de l'inflammation. Cette inflammation va déclencher toute une cascade d'éléments, va activer tout un tas de cellules et faire une production de tout un tas de molécules qui vont permettre à l'organisme de se mettre en condition. Et ces molécules vont être responsables, entre autres, de douleurs. Pour reconnaître une inflammation, c'est relativement facile, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur la migraine, c'est la triade classique, rougeur, douleur, chaleur. On va pas rentrer plus en détail dans l'inflammation et on va vous envoyer plutôt vers la chaîne un peu pointue et la vidéo dédiée sur le sujet. Mais globalement, l'inflammation, c'est quelque chose de pas forcément méchant et surtout, c'est une des composantes de la douleur. Et c'est pour ça que les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine fonctionnent très bien sur les douleurs, parce qu'ils jouent très bien sur la composante inflammatoire de la douleur. Donc pour des choses inflammatoires comme les entorses, les douleurs de règles, la migraine, les rhumatismes, le mal de dos, eh ben ça fonctionne très bien. C'est un très bon complément au paracétamol puisque la composante principale de la douleur, c'est l'inflammation. Sauf que quand l'inflammation est liée à une infection, là ça va poser des problèmes. En limitant l'inflammation, on limite la capacité de l'organisme à lutter contre cette infection. Et donc l'infection peut progresser librement. Et elle flambe. Et là, les conséquences peuvent être catastrophiques. C'est à base de gangrène, de chirurgie, de réanimation, voire de décès. Non, on ne mettra pas d'image trash. Par contre, si vous voulez en savoir un petit peu plus, on vous encourage à aller chercher fascite nécrosante, gangrène de Fournier ou cellulite cervico-faciale. Alors ne mangez pas en même temps, les images peuvent être un petit peu difficiles. Sinon, il y a le dossier de Allo Docteur sur les cellulites cervico-faciales. Pareil, les images sont un petit peu dures. Le problème, c'est que l'aspirine et 3 AINS, que sont le kétoprophène, l'ibuprofène et le naproxène, sont accessibles à l'automédication car en vente libre en pharmacie. Et si vous regardez les notices de ces médicaments, il n'y a pas de contre-indication par rapport aux infections. Parfois même, sur internet par exemple, on va vous conseiller d'utiliser les AINS ou l'aspirine pour traiter une infection dentaire ou une angine. Pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas dans les notices? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. On n'a pas encore réussi à montrer avec suffisamment de force cet effet aggravant. Alors il y a des tendances, mais rien de certain, si tant est qu'on puisse être certain en science. Et tant qu'on n'aura pas ces preuves, il n'y aura pas d'inscription dans les notices. Si vous prenez les recommandations en ORL sur les angines par exemple, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine ne sont pas contre-indiqués, parce que justement il n'y a pas de preuves, mais ils sont juste pas indiqués. Et puis il y a le cas très particulier de l'aspirine chez les enfants. Un enfant qui fait une infection virale bénigne comme une angine, un rhume, une varicelle, que sais-je, si vous lui donnez de l'aspirine pour lutter contre la fièvre ou la douleur, il a un risque de développer ce qu'on appelle un syndrome de Reille. Bon, c'est rare, hein, 0,1 cas pour 100 000 enfants. Mais c'est rare parce qu'on ne prescrit plus l'aspirine aux enfants de moins de 16 ans. Le syndrome de Reille, c'est quelque chose qu'on n'explique pas très bien. Ça associe des problèmes cérébraux et des problèmes de foie qui peuvent conduire au coma, voire au décès dans 20 à 50% des cas. Et tout ça à cause de la prise d'aspirine sur un vulgaire problème viral. Donc je ne peux vous conseiller qu'une seule chose, oubliez les AINS et l'aspirine. Si ce n'est pas un médecin qui vous l'a prescrit et s'il y a le moindre doute pour une infection, ne les prenez pas. Prenez du paracétamol et au moindre doute, consultez votre médecin. Alors vous allez me dire, ok Primum, mais on fait quoi si on a mal et que le paracétamol ça marche pas? Ok Primum, mais on fait quoi si on a mal et que le paracétamol ça marche pas? Et vous aurez tout à fait raison. C'est là que vont rentrer en compte les antalgiques de palier 2 que sont le tramadol et la codéine, que vous ne pouvez pas acheter sans ordonnance en pharmacie. Sauf les médicaments associant 400 mg de paracétamol et 20 mg de codéine. Et sauf les médicaments qui associent paracétamol-codéine ou paracétamol-tramadol que vous auriez déjà dans votre pharmacie. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'automédication. Le but c'est pas de vous faire culpabiliser, le but c'est de vous sensibiliser. Primum non nocere. Et il s'avère aussi que la médecine étant bien faite, tous les médicaments qui associent paracétamol et quelque chose d'autre se prennent de la même façon. Un comprimé 4 fois par jour. Et voilà. Bon alors n'oubliez pas qu'il ne faut pas prendre de paracétamol en plus. Il ne faut pas dépasser 4 grammes de paracétamol par jour, sinon vous allez mettre votre foie en PLS. Encore une fois, je ne peux pas vous empêcher de vous automédiquer, mais je peux vous conseiller et vous dire de faire attention et de ne pas faire n'importe quoi. Le tramadol et la codéine restent des médicaments qui peuvent être responsables d'addiction
de toxicomanie et de dépendance. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet épisode? C'est quoi le take-home message? Les médicaments, c'est pas des cachous. L'automédication, c'est pas quelque chose d'anodin. Si vous avez mal, paracétamol. Si vous avez de la fièvre, paracétamol. Oubliez les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine. Si vous avez très mal, vous prenez un truc qui associe paracétamol et ou codéine et tramadol, mais vous ne dépassez pas un comprimé 4 fois par jour et vous ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas votre tambouille à la maison. Si ça passe pas en 48 heures, consultez un médecin. Au cours de mes études, il m'est arrivé de voir tout un tas de trucs graves. Et au milieu de tous ces trucs graves, ces problèmes d'automédication m'ont toujours un petit peu fait chier. Ce sont des pathologies simples, facilement traitables et qui deviennent gravissimes pour rien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Primum non nocere, qui a mis, il faut bien le dire, un petit peu de temps à venir et j'en suis désolé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager et à en venir en discuter dans les commentaires. Je voulais également vous remercier de l'accueil plutôt chaleureux que vous avez réservé à l'épisode 17 de Primum non nocere, même si c'était un sujet un petit peu houleux, et on va revenir aux questions que vous avez posées dans les commentaires. Pour le botulisme, paralysie flasque ou paralysie spastique? Parce qu'avec le tétanos, il y a souvent des confusions. Le botulisme est responsable d'une paralysie flasque, c'est-à-dire que les muscles sont tout mous et que la personne ne peut pas bouger parce que les muscles sont vraiment tout mous. Contrairement au tétanos, qui est responsable d'une paralysie spastique, c'est-à-dire une paralysie où les muscles sont complètement contractés, la personne ne peut pas bouger parce que les muscles sont complètement contractés. Et les gaz utilisés dans certaines guerres comme le gaz VX, est-ce que c'est du bioterrorisme? Eh bien non, c'est pas du bioterrorisme, c'est du terrorisme chimique, puisque ce ne sont pas des armes biologiques, mais des armes chimiques. Tout ça, ça rentre dans le grand cadre de ce qu'on appelle les risques NRBCE, pour nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif. Mais la peste, elle n'est pas éteinte, ça existe encore. Alors oui, la peste existe toujours, il existe dans le monde des foyers de peste toujours actifs, on en trouve en Inde, en Chine, en Amérique du Sud. L'un des principaux foyers de peste, c'est Madagascar, et on a même observé 2 cas de peste dans le parc du Yosemite aux États-Unis en août 2015. Cet épisode touche maintenant à sa fin et merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, prenez soin de vous, n'avalez pas n'importe quoi, et à bientôt, vraiment j'espère, pour un nouvel épisode de Primum non nocere.